Salam alaikum, mes chers étudiants, étudiantes. Bonsoir. Donc, j'entame avec vous une première séance pour vous expliquer autre matière qui est le droit international privé. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le droit international privé? Il s'agit d'une matière qui est en même temps jeune, mais ancien. Il s'agit tout simplement d'une matière dans laquelle on trouve presque tout le droit privé, mais vu par un œil international. C'est-à-dire, il s'agit d'une matière dans laquelle les conflits sont de caractère privé. Mais parce qu'il y a un élément d'extranité, un élément étranger, donc cela donne le caractère international à cette matière, d'où le nom droit international et privé. Alors, son objet et son domaine. Le domaine de droit international privé est vague, très large, puisqu'on parle de droit privé dans tous ses états. Mais, en même temps, un droit international privé qui nécessite certains mécanismes, certaines solutions pour trouver justement ou pour résoudre les conflits qui naissent dans ce cadre-là. C'est pour cela que quand on parle de droit international privé, on se pose la question, quelles sont les branches ou quelles sont les limites de cette matière? Alors, pour expliquer, pour saisir cela, il faut trancher ou il faut donner les deux théories, si vous voulez, et les deux écoles. Alors, la première école, qu'on va appeler l'école restrictive, si vous voulez, pour cette école, il nous dit que les branches qui constituent normalement la matière de droit international privé, il ne s'agit que de matières, pour ne pas dire une seule matière. Il s'agit des conflits de loi et il s'agit des conflits de juridiction, pas plus. Conflit des lois parce que la question qui se pose, c'est quelle loi applicable à ce conflit. Et les conflits de juridiction, quelle juridiction est compétente? Lorsque nous avons un conflit, nous avons un problème juridique dans lequel il y a un élément d'extranité. Un élément d'extranité, c'est-à-dire un élément étranger. Ça peut être la nationalité, ça peut être le domicile, ça peut être aussi la religion. Et ça peut être aussi pour les contrats, etc., le lieu de conclusion des contrats ou pour la responsabilité délictuelle, pour le lieu sur lequel l'accident, par exemple, c'est arrivé ou le préjudice a été subi. La deuxième école, c'est l'école, si vous voulez, qui est traditionnelle, c'est l'école pluridisciplinaire, si vous voulez. Pour cette école, il nous dit que ce n'est pas seulement ces deux matières qui composent, ou ces deux éléments qui composent le droit international privé, mais il faut aussi penser plus les deux matières, conflit de loi et conflit de juridiction, il faut aussi penser conditions des étrangers et aussi penser nationalité. Pourquoi penser conditions de juridiction et nationalité? Parce qu'il nous dit, quand on parle des conflits de loi, c'est-à-dire on est devant un conflit des lois, quelle loi applicable? Mais cette loi-là aussi, la question ou la réponse à la réponse à cette question, quelle loi applicable, il implique aussi les sujets qui sont intéressés ou les techniques utilisées qui sont la nationalité ou quand on parle des étrangers ou les conditions des étrangers. Et donc c'est pour cela que quand on parle de champ, si vous voulez, de domaine de droit international privé, il faut toujours avoir à l'esprit, il faut toujours avoir présent ces deux visions, une vision restrictive et une vision qui est large et qui contient les quatre matières ou les quatre éléments qui composent le droit international privé ou la matière de droit international privé. L'étude aussi de droit international privé nous envoie à comprendre aussi ou exige la compréhension aussi de sources de droit international privé. Parce que lorsqu'on est en train de poser une question juridique et de chercher la réponse,
il faut chercher cette réponse, bien sûr, il faut avoir des sources, d'où ça vient ces règles, d'où ça vient ces réponses. Et donc, en ce moment-là, on cherche les sources de droit international privé. Alors, les sources des droits internationaux privés, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des textes qui, notamment, font de cette matière? Est-ce qu'il y a, notamment, des conventions? Quelles sont les sources de droit international privé? Le rôle de la jurisprudence en matière de droit international privé, par exemple, le rôle de la doctrine, le rôle aussi, si vous voulez, des textes, des règles internes ou encore des règles à caractère international. Quand on étudie aussi le droit international privé, où il faut toujours avoir présent les points suivants, les différentes techniques de réglementation. Parce que qui dit conflit dit chercher aussi une solution. Et en matière de droit international privé, les solutions elles ne sont pas toujours prêtes. Plus que ça, quand on parle d'une solution de droit international privé, on n'imagine pas qu'il y a des règles prêtes, toujours des règles prêtes à appliquer, mais il y a des mécanismes, des manières de chercher les règles applicables. C'est pour cela que quand on parle aussi de droit international privé, on se pose cette question et on doit comprendre quelles sont les différentes techniques, quels sont les différents mécanismes de droit international privé. Donc ça, en gros, si vous voulez, c'est la matière, c'est le domaine de droit international privé. Et donc, pour définir le droit international privé, on peut dire qu'il s'agit d'une branche de droit qui réglemente les rapports privés du caractère international. C'est une matière qu'on peut dire hybride, c'est-à-dire il est à cheval entre le droit privé et le droit international, mais la chose qu'on doit retenir toujours, c'est qu'on ne parle pas toujours des règles applicables directement. Il s'agit, comme on va voir, des lois qui sont en concurrence d'application et que les techniques et les mécanismes, ils vont nous orienter pour choisir une loi parmi les lois qui sont normalement désignées à être appliquées dans une relation dans laquelle il y a un élément d'extranité. D'ailleurs, on dit toujours que le droit international privé, c'est une matière jurisprudentielle. Si on peut parler du caractère du droit international privé, c'est une matière jurisprudentielle. Pourquoi? Parce que la matière en elle-même, elle a été constituée par les solutions jurisprudentielles. Et chaque fois qu'on étudie un élément en matière de droit international privé, le départ, c'est toujours un cas jurisprudentiel, c'est-à-dire une solution des tribunaux qui a fondé ou qui fonde une théorie. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'inverse. Normalement, on a la théorie, par la suite, la théorie influence la jurisprudence. Mais en matière de droit international privé, la jurisprudence joue un rôle plus important que la doctrine. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on parle de droit international privé, on dit qu'il s'agit d'une matière jurisprudentielle. Mais cela, bien sûr, ne met pas en question la doctrine comme étant aussi une source importante en matière de droit international privé. Et si ce n'est pas pour rien qu'on appelle la matière qui est le droit international privé comme matière savante. Pourquoi? Parce que l'origine, c'est la doctrine aussi. C'est-à-dire ces pensées des théoriens, des théoriciens, des juristes, ces traités, justement, qui ont été travaillés en la matière et qui ont influencé aussi le magistrat, qui ont influencé et inspiré aussi la jurisprudence, ils sont quand même une valeur très importante pour fonder la matière de droit international privé. Et donc, cette matière, toujours, pour revenir à la définition de la matière, on est toujours obligé, si vous voulez, de donner toujours un exemple pour expliquer la matière.
mariage conclu entre personnes de nationalités différentes, marocain avec française, ou encore contrat établi entre sociétés dans des États différents, ou encore accident de la circulation survenu sur, par exemple, un État, on va donner l'exemple du Maroc, le conducteur c'est un Français et la voiture, je ne sais pas, elle est immatriculée en Espagne, par exemple. Et donc, vous voyez, 3 éléments d'extranité, 2 éléments d'extranité, ça peut être un seul élément d'extranité lorsque une personne revendique par exemple un droit, soit à la succession de son père ou encore à la nationalité justement devant des tribunaux, des tribunaux du fort. L'existence d'un élément étranger qui fait entrer en jeu des règles particulières, c'est cet élément qui s'appelle l'élément d'extranité. Alors, pour ce qui est des branches qui constituent traditionnellement la matière, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il s'agit de conflits des lois et de conflits de juridiction pour l'école restrictive, c'est-à-dire quand on parle de droit international privé, on ne vise que les conflits de loi. Et c'est là où il y a le problème de droit international privé. Lorsque nous avons 2 lois en conflit, chaque loi doit être ou peut être désignée à être appliquée dans une relation dans laquelle il y a un élément d'extranité. Mariage entre un Français et une Espagnole, divorce entre un Marocain et une Française. Quelle loi applicable? La loi marocaine, parce que l'époux est marocain, ou la loi française parce que l'épouse est française, ou encore mieux, la loi espagnole, si les 2 parties, ils ont domicile sur le territoire espagnol. Donc ça, c'est pour cette école restrictive, il nous dit que seulement les conflits de loi, ils sont normalement constituent la matière de droit international privé. Ils peuvent aussi accepter même les conflits de juridiction, parce que dans les mêmes exemples que j'ai donnés, divorce entre un Marocain et une Française, quelle juridiction est compétente? Est-ce que les juridictions marocaines, parce que nous sommes devant un époux marocain de nationalité marocaine, ou la juridiction française, ou comme l'exemple que j'ai donné, peut-être la juridiction espagnole, parce que les 2 époux, ils ont domicile, ou leur dernier domicile, c'est l'Espagne. Pour l'autre école, comme j'ai souligné aussi encore la dernière fois, tout à l'heure, il s'agit aussi des 2 éléments qui sont aussi nécessaires pour fonder cette matière, qui sont les conditions des étrangers et la nationalité. Parce que ce sont les sujets de droit international privé. Et ce sont aussi des mécanismes pour choisir la loi applicable. Lorsque je suis devant un conflit des lois, pour savoir quelle loi est applicable, je vais me rendre vers la nationalité pour l'utiliser comme critère pour choisir peut-être la loi applicable. Parce qu'il y a une règle de conflit qui me dit que lorsque il y a un conflit de loi, par exemple relative au statut des personnes, c'est la loi de la nationalité de la personne en question qui doit être appliquée. Et donc là, automatiquement, je suis obligée d'intégrer aussi la nationalité en matière de droit international privé. Idem pour les conditions des étrangers. Lorsque vous avez des étrangers qui sont sur un territoire, quelle loi est applicable à ces étrangers? Notamment là, quand on parle des conditions des étrangers, on parle des conditions civiles des étrangers, c'est-à-dire leur statut personnel, le mariage, leur divorce. Lorsque aussi nous sommes devant un contrat de travail des étrangers, lorsque l'étranger achète un bien sur un territoire qui n'est pas le sien. Et donc tout ça, ça englobe aussi, ou ça nécessite que cette matière, qui est les conditions civiles des étrangers, soit inclue et intégrée dans la matière qui est le droit international privé.